Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau dialogue littéraire. Au sommaire ce mois-ci, il sera question d'une vie poétique avec Jean Rouault, puis d'aventure avec François Garde, et enfin nous irons à la rencontre d'Anaïk qui nous a préparé une sélection de polars. En 2011, Jean Rouault commençait ce que l'on peut appeler son autobiographie littéraire. Après Comment gagner sa vie honnêtement, puis Une façon de chanter, il publie cette année le 3e volet de ce cycle, Un peu la guerre, aux éditions Grasset. Dans ce roman, il nous parle des grands mouvements littéraires contemporains, avec notamment l'écriture de son roman Les Chants d'honneur, pour lequel il reçut en 1990 le fameux prix Goncourt. Il répond tout de suite aux questions de Laurence. Jean Rouault, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Un peu la guerre, un livre qui est paru aux éditions Grasset et qui constitue le 3e volet de votre autobiographie littéraire intitulée La vie poétique. Alors, dans ce livre, vous poursuivez votre travail d'introspection littéraire en établissant en quelque sorte la biographie de votre premier roman, Les Chants d'honneur, paru en 1990 et qui avait reçu le prix Goncourt. Alors, un des questionnements qui est au cœur de ce livre, c'est la mort du roman qui avait été décrétée dans les années 70 et qui allait à l'encontre de vos aspirations littéraires. Cette mort du roman, qui l'avait décrétée et à quoi était-elle liée? C'est quelque chose qui était dans l'air. Il y a eu des textes théoriques pour dire que le roman était fini. Mais c'est quelque chose qui remonte à loin. Les premiers coups de boutoir, c'est avec Paul Valéry, avec, vous savez, la phrase « on ne peut plus écrire, la marquise est sortie à 5 heures ». Les surréalistes aussi avaient été très remontés contre le roman réaliste. Et donc, on a vu pendant tout le siècle comme ça ces coups de boutoir contre le roman qui ont abouti in fine à cette annonce de la mort du roman. Du coup, la question pour moi ne s'est pas posée d'écrire un roman parce qu'il était mort, donc la question était réglée. Donc c'est après. Après l'apparition des Chants d'honneur que je me suis posé cette question-là. Mais pourquoi on en était arrivé là? Pourquoi est-ce qu'une société en est arrivée à décider qu'elle ne pouvait plus se raconter d'histoire? Soit il n'y a pas d'histoire à raconter, soit il y a des histoires mais qui ne sont pas racontables. Et l'histoire bien sûr l'histoire qu'on ne pouvait plus raconter, c'était l'histoire du roman balzacien, mais l'histoire pas racontable, c'était la mort de la France et la collaboration, la participation de la France à la solution finale, etc. Alors ce contexte littéraire, mais aussi politique et social qui a existé donc 20 ans avant l'apparition de votre premier roman, à quel point a-t-il influencé votre chemin d'écriture et votre entrée en littérature? Alors le grand avantage de toute cette théorie littéraire, c'est que ça posait que la forme, c'est du sens. La forme, ça se pense avant même de penser à l'histoire. Et ça, c'est l'héritage de ces années-là. Alors vous avez intitulé votre livre Un peu la guerre. Cette guerre, est-ce celle que vous avez menée contre vous-même et contre l'air du temps pour naître en tant qu'auteur? Oui, c'est ça. Et c'est aussi le fait que je suis d'une génération qui a été marquée par les guerres. Je suis né après, je n'ai pas connu ni la première évidemment, ni la deuxième guerre, mais les esprits étaient encore habités par ces deux guerres mondiales. Donc j'ai vu aussi que les préoccupations littéraires, d'une certaine manière, prenaient la forme aussi de cet état de guerre. Donc c'était à la fois récupérer la métaphore de la guerre qui occupe tout le XXe siècle pour la transposer dans cet univers littéraire qu'on voudrait peupler de petits oiseaux et de fleurs, et qui en fait, dans la forme même, extrêmement violent, qui est une guerre. C'est une guerre avec la forme. Oui. Finalement, de cette guerre, quels ont été les héros et ceux qui vous ont permis d'en venir à bout? Pour la littérature contemporaine, c'est Claude Simon, qui d'abord avait écrit des ouvrages à caractère autobiographique, même si on ne les présentait pas comme ça, et puis où la guerre était centrale. Et puis, je dois beaucoup à Kerouac. Et puis, celui qui me donnait le point de vue supérieur, comme ça, sur les événements et sur le temps et sur la durée, c'est Chateaubriand. Donc, au fond, j'ai fait avec ces trois-là, quoi. Et puis, Proust est arrivé un peu après, avec cette idée qu'on ne lâche pas la phrase aussi longtemps qu'elle n'a pas tout dit. Mais ça ne fait pas 50 auteurs. Enfin, je veux dire, avec 4-5 comme ça, vous pouvez fonctionner. C'est ce que j'appelle ma garde rapprochée.
Vous connaissez peut-être déjà le premier roman de François Garde, Ce qu'il advint du sauvage blanc, pour lequel il reçut en 2012 le prix Goncourt du premier roman. Et bien cette année, il publie son second roman, intitulé Pour 3 couronnes, aux éditions Gallimard. De passage à la librairie, il nous parle de ce roman d'aventure et nous emmène en voyage. Alors, prêt? C'est parti! François Garde, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Pour 3 couronnes, votre dernier roman qui est paru aux éditions Gallimard. Et c'est un véritable roman d'aventure. Vous avez remarqué que c'est un roman d'aventure. Tout à fait. Plus personne ne fait quasiment de romans d'aventure dans la production contemporaine, sauf moi. Aujourd'hui. Voilà. Et à l'origine de ce roman, il y a un manuscrit découvert par Philippe Zaffar, qui est archiviste. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce manuscrit, du texte qu'il contient et de l'impact qu'il a pu avoir sur la naissance du roman Pour 3 couronnes? Alors ce texte raconte comment, dans un port non identifié, un marin a été recruté pour aller passer quelques instants avec une femme dont il ne verra pas le visage. Et au terme de la prestation qu'il assure, il reçoit 3 couronnes d'or en héritage, enfin plutôt en paiement. Et le manuscrit, cette petite lettre, est retrouvé dans les papiers du milliardaire français qui vient de mourir à New York. Et donc la veuve du milliardaire s'interroge sur ce que c'est que ces 3 pages. Elle charge donc le narrateur de faire une enquête sur la réalité qui pourrait se cacher derrière cette petite confession. Et cette enquête va l'amener à se poser, va l'amener à différents voyages et va aussi l'amener à se poser bien des questions, à ouvrir toute une série de poupées russes et à découvrir bien des secrets de famille. Suite à la découverte de ce manuscrit, Philippe Zaffar va donc se lancer dans une grande enquête. Et il va surtout arriver sur la colonie française de Bourg-Tapage, colonie française qui est née dans votre imagination. Et vous nous la décrivez de manière très précise, vous nous décrivez magnifiquement ses paysages, mais aussi son histoire et sa culture. Alors comment est-ce qu'elle est née dans votre imaginaire, cette île ? Bien, Bourg-Tapage, ça n'existe pas. C'est une île d'inspiration française, de culture française. Les rues s'appellent rue de Strasbourg, place du Marché. Bon, on est manifestement en contexte tropical, plutôt dans l'hémisphère sud, et il y a eu une période d'événements très douloureux, une guerre civile violente qui a coupé la ville en deux, et au terme de laquelle des casques bleus sont toujours présents lorsque lorsque l'enquête se déroule. Les casques bleus sont présents à Bourg-Tapage. Mais bien entendu, l'île est et reste fictionnelle. C'est le privilège des écrivains que de pouvoir ajouter des îles sur la carte. Puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous nous parlez également du contexte politique et géopolitique de l'île. C'est une dimension qui est assez peu présente dans le roman d'aventure habituel. Comment est-ce que cette dimension s'est imposée? En quoi était-il important pour vous qu'elle soit présente? C'était plutôt pour donner à l'aventure de cette recherche, de cette enquête sur la filiation, de lui donner une autre dimension, un autre enjeu que simplement qui va récupérer l'héritage. Lorsqu'il enquête, le narrateur et le lecteur pensent d'abord à ce qui est évident, c'est-à-dire où va l'argent, et puis on s'aperçoit peu à peu que cette question est une question seconde et qu'il y a plus important encore, qui est de préserver la paix civile dans une île où elle a été jusqu'encore récemment tout à fait troublée. Au début de cette interview, vous nous disiez que vous étiez l'un des rares écrivains à écrire des romans d'aventure aujourd'hui. Est-ce que vous aviez cette volonté peut-être de remettre le roman d'aventure au goût du jour? Disons que autant je suis à l'aise à écrire des romans d'aventure, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime lire, mais si je vous demande des romans d'aventure, vous allez me parler de Melville, de Jules Verne, de Conrad, de gens du XIXe siècle. Donc l'intérêt ou l'enjeu d'un roman d'aventure du XXIe siècle, c'est bien sûr de prendre ces codes, mais de les jouer ou de s'interroger sur la structure ou de les faire évoluer. Mais effectivement, l'enquête, par elle-même, se déploie sur plusieurs continents, sur plusieurs générations. On a des éléments qui composent un tableau assez confus, et c'est à la fin que tous les éléments font sens, jusqu'au dernier chapitre où le sens bascule encore une nouvelle fois. Alors nous sommes donc à la librairie où nous retrouvons tout de suite Anaïk qui nous présente sa sélection de polars. Bonjour Anaïk. Bonjour Clémence. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour ce mois-ci? Alors aujourd'hui, ce sera Fin de course de C.J. Box, qui est une enquête palpitante à travers les étendues sauvages du Wyoming, qui amène le personnage récurrent de C.J. Box, Joe Pickett, qui est garde-chasse, à un véritable cas de conscience.
Il pense partir sur les traces de braconniers, mais il va plutôt à la rencontre de politiciens véreux, de chasseurs de primes et de victimes du système poussées aux pires extrémités pour leur échapper. Alors quel est ensuite le deuxième livre que tu as sélectionné? Ce sera Après la guerre d'Hervé Lecor. Il vient d'avoir le Grand Prix de littérature policière pour ce roman. Après la guerre se passe à Bordeaux, sa ville, à l'époque de la guerre d'Algérie. C'est l'histoire d'un père revenu veuf des camps de concentration qui d'une part recherche son fils, adulte, et qui d'autre part cherche à se venger de ceux qui l'ont trahi. C'est un roman poignant, d'une écriture ciselée, parfois violente, mais c'est un roman magnifique. Donc un roman poignant, dur. Oui, Oui. absolument. Et je pense que ce roman sera celui de sa consécration. Bah, avec le Grand Prix du polar européen. Ouais, Là, oui. ça devrait faire décoller. Oui. Merci beaucoup. Et alors le dernier livre, donc Michel Bussy. Alors oui, N'oubliez Michel jamais Bussy. de Michel Bussy. Ah oui, qu'on connaissait bien pour, en effet, Un avion sans aile. On en avait Nymphéa beaucoup parlé. Noir, Mm. qui nous fera l'honneur pour la première fois de venir à la librairie, au café, pour une rencontre le mercredi 21 mai à 18 h. Ce roman, dans la lignée de Nymphéa Noir ou Un avion sans aile, est étonnant, détonnant. Lorsqu'un jeune homme essaie d'empêcher une jeune fille de se jeter dans le vide, il va passer de premier témoin à principal suspect. Alors encore des rebondissements, des faux semblants auxquels Michel Bussy nous a habitués. Donc on reste dans la lignée parce qu'on sait qu'Un avion sans aile, puis Nymphéa Noir avait vraiment cartonné. C'était des romans que les gens avaient beaucoup aimés. On reste dans le même style d'écriture, les Tout mêmes... à fait, les mêmes, c'est sa signature, c'est sa griffe. Il aime surprendre le lecteur. Michel Bussy arrive chaque fois à se renouveler et il le fait Et bien. il le fait bien. Merci beaucoup Anaïque pour cette jolie sélection de polars que nous pourrons lire pendant l'été. C'est donc ainsi que se termine cette émission littéraire. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures littéraires. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Thank you.